Bonjour à tous. Donc cette vidéo sera consacrée au TD de cette semaine de N14, consacrée aux fonctions analogiques. Et donc il s'agit d'une fonction analogique très simple, mais dont l'étude va se focaliser sur des tout petits détails. Donc à savoir la réalisation d'une référence de tension de précision de 10 volts de précision, parce qu'on va essayer d'atteindre la partie par million en termes de précision. Donc le sujet du TD se trouve sur Moodle, il ne se trouve pas dans votre polycopier de TD. Il est en fait inclus à la suite du cours sur les fonctions analogiques et sur la conversion analogique numérique, numérique analogique. D'ailleurs, le TD de la semaine prochaine sera aussi à la fin de ce cours. Donc vous avez le lien sur le site Moodle dans lequel vous allez trouver le PDF du cours, et donc c'est à la fin du cours que vous trouverez ce sujet. Et donc les slides qui suivent présentent des morceaux du sujet, chaque question, et on va aborder toutes les questions du TD. Alors, l'idée elle est toute simple en fait, pour cette référence de tension. On utilise un circuit intégré de marque Liner Technology, qui est donc une référence qui s'appelle LTC 6655 BHLS 8-5, qui est une référence de 5 volts. Donc c'est un circuit intégré qui contient une diode Zener, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc qui délivre une tension de 5 volts assez précise, mais qui n'est quand même pas précise au niveau de la partie par million. Et donc en fait on souhaite produire une référence de tension de 10 volts à partir de cette tension de 5 volts. Donc l'idée est toute bête, c'est d'utiliser un amplificateur non inverseur, un ampli-up de gain 2. Donc je vous rappelle sur ce slide le schéma du montage à ampli-up ampli non inverseur. Donc vous avez une rétroaction avec un pont diviseur de tension constitué de résistances R1 et R2. Donc la rétroaction se fait sur l'entrée inverseuse, donc c'est un montage linéaire, et si on suppose que l'ampli-up fonctionne en linéaire de manière idéale, on a V plus égale à V moins égale à la tension délivrée par ce pont diviseur. Donc la tension fournie par ce pont diviseur, c'est la tension de sortie que multiplie R1 sur R1 plus R2, et ça doit être égal à la tension d'entrée. Et donc si on inverse la relation, on calcule la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, on trouve R1 plus R2 sur R1 fois la tension d'entrée. Donc on peut éventuellement simplifier, c'est 1 plus R2 sur R1 fois la tension d'entrée. Donc le gain c'est 1 plus R2 sur R1. Donc la première chose qu'on peut noter sur un ampli non inverseur, c'est qu'on a un gain qui est forcément supérieur ou égal à 1. Égal à 1 quand on a le montage suiveur, donc une rétroaction directe de la tension de sortie sur l'entrée, pas de résistance R1 ou une résistance R1 infinie. Et donc là c'est pas ce qu'on veut. Ici on veut un gain de 2. Donc la solution est très simple, il faut avoir R1 égale à R2. Et dans ce cas-là, on a un gain de 2 et on passe de 5 volts à 10 volts. Bien évidemment, c'est dans l'hypothèse où tout est idéal, ce qui n'est bien évidemment pas le cas dans la réalité. Donc, deuxième question. En admettant que la référence délivre exactement sa tension nominale, établir un encadrement du gain nécessaire pour l'amplificateur permettant d'aboutir à la précision désirée sur la tension de sortie, en déduire la tolérance requise sur les résistances du montage si on considère l'ampli-up parfait. Est-ce faisable avec des composants discrets, voire même avec des résistances intégrées? Alors, donc très clairement, la tension de sortie, elle doit être encadrée entre 10 fois 1 plus
0,0000, enfin 10-6, et 10 fois 1 moins 10-6. Et donc, donc 10 microvolts à chaque fois d'encadrement, plus ou moins 10 microvolts. Donc 10 volts plus ou moins 10 microvolts, c'est donc un encadrement extrêmement faible. Donc le gain du montage doit être compris entre 1, alors c'est un petit peu pénible dans ce TD, mais donc il faut faire les calculs avec beaucoup de chiffres après la virgule. Donc là c'est un résultat exact, 1,999998 et 2,50 suivi d'un 2. Donc le gain doit être encadré de manière très stricte, et donc en fait si on retire 1 à ces deux quantités, c'est le ratio R2 sur R1. Donc il est bien évident que si vous faites les cas extrêmes où vous avez deux résistances théoriquement identiques, mais donc avec un plus delta d'un côté et un moins delta de l'autre, donc le gain le plus grand sera obtenu quand la résistance qui se trouve au numérateur, qui est R2, est plus grande que la valeur nominale et au maximum de ce qui est autorisé par la tolérance, et la résistance qui se trouve au dénominateur, qui est R1, qui est la plus petite autorisée par la tolérance. Et donc c'est dans ce cas là que vous allez avoir le gain maximum, et l'inverse, la résistance la plus petite possible au numérateur, la plus grande possible au dénominateur, vous donnera le gain le plus petit. Donc là, vu qu'on est de l'ordre de 10-6, bon, il faudrait faire le calcul dans le détail, mais donc là je vous passe les calculs. Il est bien évident que l'ordre de grandeur de la précision requise pour les deux résistances, ça sera de l'ordre de la partie par million. Et ça c'est extrêmement difficile à faire avec des composants discrets, et même assez difficile à faire avec des composants intégrés. C'est éventuellement faisable, mais quand même assez difficile. Ça devrait presque être atteint avec des résistances intégrées. Donc les problématiques, elles sont liées essentiellement au process de fabrication, garantir l'homogénéité des résistances entre deux composants différents, c'est compliqué. Et deuxième chose, arriver à garantir la même température des deux composants qui auront été conçus de la même manière. Il faut qu'ils soient homogènes en température pour espérer que les dérives qui peuvent s'appliquer aux résistances de chacun des composants aillent dans le même sens. Et donc on arrive à compenser les effets de dérive en température. Donc la conclusion de cette question-là, en fait, c'est de se dire que ça va être difficile de d'atteindre l'objectif avec le montage tel qu'il est présenté au départ, qui est très simple, avec deux résistances dans la rétroaction. Donc pour la question suivante, on vous demande de refaire cette étude d'encadrement du gain en prenant en compte les incertitudes sur la tension délivrée par la référence de tension de 5 volts, et donc on vous demande d'en déduire une conséquence sur la réalisation de l'amplificateur. Donc il faut bien voir que la référence de tension, elle n'est pas exactement de 5 volts, on ne vous garantit pas 5 volts exactement, ça n'est absolument pas possible, quel que soit le fabricant, quelle que soit la référence. On peut juste vous garantir qu'elle sera comprise dans un encadrement plus ou moins étroit, suivant la précision du composant. Et donc ici vous avez un composant qui est précis à 0,025% près, plus ou moins 0,025%. Et donc là on souhaite avoir 10 volts en sortie de notre amplificateur, et donc si on a une tension d'entrée donnée par la référence qui est à 5 volts plus ou moins 0,025%, le ratio entre les deux, ça sera
le gain à réaliser, et donc on peut avoir un encadrement du gain nécessaire. Donc, la première étape, c'est de calculer la valeur minimale de la tension délivrée par la référence et la tension maximale, donc 5 fois 1 moins 0,00025 et 5 fois 1 plus 0,00025. Donc en fait ça vous donne un encadrement de la tension de 5 volts à plus ou moins 1,25 millivolts. Et donc si on veut strictement 10 volts en sortie, il suffit de faire le ratio US sur UE pour les deux valeurs extrêmes de UE, US étant fixé à 10 volts, et donc vous allez avoir un gain minimum et un gain maximum. Donc ils valent respectivement 1,999501 et 2,0005001. Donc c'est des valeurs extrêmement proches l'une de l'autre, mais donc il va falloir pouvoir régler le gain de notre amplificateur pour contrer les effets de l'incertitude sur la tension délivrée par la référence de tension. Parce que donc il faut bien voir que cette tension d'un composant à un autre sera jamais la même, et que sur la carte qui sera le support de la référence et qui devra délivrer 10 volts, il va falloir faire une étape de calibration pour obtenir 10 volts malgré les dérives possibles d'un composant à un autre, d'un LTC 6655 à un autre. Donc amplificateur à gain réglable, c'est ça la conséquence sur la réalisation de l'amplificateur. Donc c'est pour ça qu'on propose une modification de l'amplificateur permettant d'ajuster le gain par une procédure de calibration. Donc solution 1, gain réglable soit en modifiant R1 soit en modifiant R2. Donc en fait on garde le montage initial et on utilise une résistance ajustable. Le problème c'est qu'il y a une très grande variation. Si on prend bêtement à la place d'une résistance, on met un potentiomètre, on pourra varier entre 0 et une certaine valeur, et donc c'est extrêmement large. Donc il est plus judicieux d'avoir une des résistances qui est fixe et l'autre qui est en grande partie fixe, associée à une petite partie réglable. Donc ça c'est une solution, mais la solution qui est retenue ici, ça sera plutôt d'avoir deux résistances identiques extrêmes et une résistance réglable au milieu. Alors pourquoi identique de chaque côté? Tout simplement parce qu'on va avoir un comportement qui doit être symétrique. Il ne faut pas oublier que le pont diviseur que l'on souhaite réaliser, c'est un pont diviseur de gain 1,5 pour avoir un amplificateur qui a un gain de l'inverse, c'est-à-dire 2. Et donc le 1,5 que l'on doit réaliser, il doit être ajustable, alors légèrement plus que 1,5 ou légèrement moins que 1,5. Donc le meilleur moyen de faire ça, c'est de mettre deux résistances de butée en quelque sorte de chaque côté d'un potentiomètre, et donc forcément quand le potentiomètre il est à sa position médiane, là on sera pile à la moitié de la tension appliquée au pont, et si on déplace le curseur vers le haut, on aura une tension légèrement plus grande, donc un gain légèrement plus petit, soit le curseur légèrement vers le bas, et auquel cas on aura un gain de pont diviseur légèrement plus petit et donc un gain légèrement plus grand que 2. Et donc le but il est clair, c'est d'avoir un ajustement le plus fin possible. Donc en fait les résistances fixes de chaque côté du potentiomètre devront être très grandes devant la valeur du potentiomètre. Alors une astuce qui est faite ici qu'on va réellement mettre en œuvre en fait, c'est pas tellement d'avoir un potentiomètre de petite valeur par rapport aux résistances extrêmes R1 et, de chaque côté, c'est de mettre une résistance R0 en parallèle avec le potentiomètre qui elle sera de petite valeur par rapport à R1 et par rapport à P. Ce qui fait que grosso modo les potentiels extrêmes aux extrémités de R0
seront fixés par R1 et R0, et que le potentiomètre P ne jouera quasiment aucun rôle dans le calcul des tensions. Par contre, donc ces tensions seront effectivement appliquées aux deux extrémités du potentiomètre, et que en appliquant le théorème de Millman, la tension que va délivrer le potentiomètre au niveau de la borne inverseuse de l'ampli-up va pouvoir être réglable entre les deux tensions extrêmes qui sont les tensions appliquées aux deux extrémités de R0. Donc voilà, c'est un petit ajustement. Donc là, en fait, on pourrait imaginer que ce montage présenté ici, on a uniquement deux résistances R1 et un potentiomètre R0. Mais donc, dans les faits, c'est plutôt réalisé de cette manière-là. Alors la raison, elle est simple, hein, c'est que le potentiomètre qu'on va utiliser, on ne dispose pas de valeurs extrêmement faibles pour ce potentiomètre. Donc c'est pour ça qu'on va lui associer une résistance en parallèle. Alors, donc on en arrive au circuit de calibration. Si la tension de sortie est parfaitement égale à 10 volts, donc on suppose qu'on a atteint l'objectif. C'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. On a 10 volts. Et quels doivent être les potentiels aux deux extrémités de R0 permettant de gérer l'incertitude de VE? En fait, il faut bien voir que le potentiomètre P va être capable de récupérer n'importe quelle tension qui sépare les deux potentiels appliqués aux extrémités de R0. Et de manière à s'adapter à la tension délivrée par la source, par la référence de tension. Donc là, le terme VS, ça peut sembler curieux, mais c'est VS comme V source et VS prime, la sortie de notre référence de tension. Donc l'ampli-up étant supposé idéal, V plus égale à V moins, on doit faire en sorte que le potentiomètre délivre une tension qui doit s'adapter à la tension VS, et donc dont on a calculé l'encadrement, hein, donc 5 volts plus ou moins 0,025%. Les valeurs étant recopiées sur à droite de l'écran. Donc 4,99875 et 1,00125. Et donc en fait ces deux valeurs-là, c'est les deux valeurs extrêmes que peut délivrer le pont, et donc c'est les deux valeurs extrêmes aux bornes de R0. Donc on applique la formule du pont diviseur de tension. La valeur de tension la plus basse, elle est obtenue aux bornes de la résistance R1 du bas. Donc on néglige complètement l'effet qu'a le potentiomètre P, donc c'est comme s'il n'était pas là, et donc on a un pont diviseur constitué de deux résistances R1 et d'une résistance R0. Et là, ce que l'on cherche, c'est la tension aux bornes de la résistance R1 du bas. Donc on applique 10 volts à ce pont, et donc on va avoir 10 fois R1 sur la somme de toutes les résistances, et la somme ça vaut 2R1 plus R0. Et donc on trouve cette équation là. Et deuxième équation, c'est le potentiel que l'on a aux bornes de l'ensemble R1 du bas et R0. Donc le deuxième potentiel qui s'applique à R0, la borne du haut. Et donc le pont diviseur de tension s'applique encore, sauf que cette fois la tension que l'on recherche, c'est la tension aux bornes de la résistance R1 du bas plus la résistance aux bornes de R0. Donc on applique 10 volts que multiplie R1 plus R0 sur la somme des trois résistances, donc 2R1 plus R0. Donc la deuxième équation. Donc c'est ça les deux potentiels qui vont s'appliquer aux extrémités de R0. Donc une fois qu'on a dit ça, on choisit de prendre R1 égale à 20 kΩ et R0 égale à 50 divisé par 3 ohms. Donc en fait c'est 3 résistances de 50 ohms en parallèle.
et on considère que ces résistances ont toute une tolérance de 0,01%. Alors ces résistances, donc on considère que c'est R1 et R0. On ne va pas aller se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand on met trois résistances R0 en parallèle, précises à 0,01%. C'est un petit peu plus compliqué que ça. On va dire que l'hypothèse que l'on fait ici, elle est assez conservatrice et que la tolérance que l'on aura effectivement, elle sera peut-être un peu plus faible que ça pour R0. Mais bon. Donc les contraintes indiquées plus haut sont-elles satisfaites de manière certaine? Donc en fait, les deux tensions extrêmes que l'on va avoir, qu'on note VO et VBA, doivent encadrer les deux tensions extrêmes que peut délivrer la référence de tension. Donc il faut être sûr que la valeur VBA maximale soit plus petite que la valeur VBA nécessaire. Et donc, pour s'en assurer, on doit calculer le pire cas, enfin le premier pire cas, parce qu'en fait on définit deux pires cas. Donc le cas le plus contraignant dans ce cas-là, c'est de considérer que la résistance du bas, elle est maximale. Et que les deux autres, la R0 et la résistance R1 du haut, est minimale. Donc au numérateur, on va avoir un R1 max, donc 10 volts, que multiplie R1 max, divisé par R0 min, donc très clairement R0 est minimal, et comme la résistance R1 du haut est minimale et que la résistance R1 du bas est maximale, la somme des deux va valoir 2 fois la valeur nominale, R1. Donc on prend 2 fois 20 kΩ. Alors que R1 max, ça sera 20 kΩ plus 0,01% et R0 minimal, ça sera R0 moins 0,01%. Et donc quand on fait ce calcul là, on trouve 4,9984175 qui est plus petite que la valeur nécessaire de notre encadrement qu'on a calculé précédemment, parce qu'on avait un 5 ici. Donc ça marche. L'encadrement est suffisamment large pour que malgré les incertitudes de résistance, on sera capable de régler le pont pour gérer. C'était pas un 5, c'était un 7. Donc la tension obtenue est inférieure à 4,99875. La correction du défaut du LTC 6655 est bien compensée. Donc on doit s'assurer de la même contrainte pour la tension VO, le potentiel en haut de la résistance R0. Bon, en fait, l'idée est la même, et vu que tout est symétrique, on peut déjà être assuré, ça va sans doute marcher. Donc VO minimum, c'est dans le cas où la résistance du bas R1 est minimale, la R0 est minimum aussi, et la résistance du haut est maximum. Et donc l'application du pont diviseur de tension, donc c'est 10 volts, que multiplie la somme des résistances aux bandes desquelles on cherche la tension, donc R1 min plus R0 min, sur la somme de toutes les résistances. Et là c'est pareil, on prend le cas le pire, donc c'est-à-dire que la résistance du haut est maximale. Et donc si on fait la somme R1 min plus R1 max, ça fait 2 fois la valeur nominale R1. Donc on procède exactement de la même manière, et à la fin on trouve 5,0015825. Et la valeur dont on a besoin pour compenser les incertitudes sur le LTC 6655, c'est 5,00125. Donc on est au-dessus de cette tension là. Donc là en fait, en calculant le VO min et le VBA max, on a l'encadrement le plus étroit possible à cause des incertitudes des résistances. Et on voit que cet encadrement le plus étroit possible est toujours plus large que ce dont on a besoin pour compenser les défauts de la référence de tension. Alors,
j'ai appelé ça le pire cas, mais en fait ça n'est pas le pire cas que l'on va traiter par la suite. Donc on vous demande dans une deuxième partie de la question d'évaluer également l'encadrement le plus grand possible, que l'on appellera pire cas par la suite. Alors pourquoi c'est le pire cas? Bien tout simplement parce que donc bien évidemment il n'y aura pas de problème de compensation des défauts de la référence de tension si l'encadrement est plus large. Le problème va se poser à cause du potentiomètre utilisé. On va voir par la suite que l'on n'utilise pas un potentiomètre mécanique entre guillemets classique avec une piste conductrice sur laquelle on vient déplacer un curseur métallique qui vient frotter sur l'élément résistif. Et donc quand on utilise un potentiomètre de ce type là, ça a quelques défauts, mais ça a l'avantage de pouvoir régler n'importe quelle valeur de résistance entre une valeur min et une valeur max. Il n'y a pas de discontinuité. Et bien là, le potentiomètre que l'on va utiliser, c'est un potentiomètre numérique. Et donc en fait on ne peut pas avoir n'importe quelle position du curseur à l'intérieur de ce potentiomètre. Il va y avoir un nombre fini de positions. Donc c'est comme si on avait un pont-diviseur de tension constitué de n résistances en série et que l'on vient placer le curseur à n'importe quelle position intermédiaire dans ce pont-diviseur de tension. Et donc il y a une résolution minimale donc il est clair que si on applique une tension importante aux bornes de ce potentiomètre, le quantum de tension que l'on va obtenir est d'autant plus grand que l'encadrement est plus grand. Donc en fait on a intérêt à avoir un encadrement le plus étroit possible pour que la résolution en tension soit la plus fine possible. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le pire cas, l'encadrement le plus grand. Alors, petite parenthèse également, le VO min et le V bas max, les choix que l'on prend pour les trois résistances, le fait de prendre une valeur minimale ou une valeur maximale pour chacune des résistances, les choix sont antagonistes. Le VO min ne peut pas être obtenu quand on a le V bas max. Donc ça permet de voir comment peuvent se déplacer les deux seuils indépendamment l'un de l'autre pour vraiment traiter les cas les plus extrêmes, mais ces cas extrêmes ne peuvent pas être rencontrés simultanément. Donc ça pondère un petit peu le problème. On peut trouver des cas qui peuvent sembler critiques. En pratique, si on considère que VO min et V bas max sont obtenus conjointement, on surestime le problème. Ça ne sera pas tout à fait le cas dans la réalité. Donc, alors, je vous conseille dans cette vidéo de mettre sur pause régulièrement pour réfléchir par vous-même, parce que même si vous avez préparé le TD à l'avance, avant de regarder cette vidéo, il n'y a rien dans ce TD qui soit très compliqué au niveau calculatoire. Les calculs n'ont rien de compliqué et le montage est extrêmement simple. C'est un pont diviseur de tension dans un montage à ampli-up qui est un bête amplificateur non inverseur qui est quasiment le montage le plus simple qu'on puisse imaginer à ampli-up. Mais le fait est que les calculs que l'on fait, il faut toujours se poser des questions de quel est le cas le plus critique, quel est le cas le moins critique, quelle est la valeur que l'on prend pour une résistance pour avoir le pire cas. Et donc il faut toujours marquer un temps d'arrêt et réfléchir un petit peu avant de passer à la suite. Donc regardez la vidéo en faisant régulièrement des pauses et en analysant ce qui est marqué et ce que je raconte. Parce que on peut vite s'y perdre. Donc le réglage le plus étroit n'est pas vraiment le cas critique, le pire cas, car le potentiomètre utilisé est numérique, donc c'est ce que je viens de dire. Donc là on vous indique d'ailleurs que, là il y a une faute de mise en page, c'est pas 210, c'est 2 puissance 10, égale 1024 positions. Donc le potentiomètre que l'on va utiliser, c'est un potentiomètre numérique dont la position du curseur est codée par un nombre sur 10 bits.
Et donc par conséquent, plus la distance, entre guillemets, en volts, la tension entre les deux seuils V bas et V haut est grande, plus la résolution sera faible. Alors résolution faible, ça veut dire un quantum, un saut entre deux tensions consécutives importantes. La marche d'escalier entre deux tensions délivrées pour deux codes différents sera importante. Donc le pire cas, ça sera quand V bas est minimum et V haut est maximum. Donc là encore, c'est des cas antagonistes. Théoriquement, on ne peut pas avoir les deux en même temps, mais admettons qu'on ait les deux en même temps. Donc la résistance du bas est minimale et la résistance R0 est maximale et la résistance du haut est maximale. On trouve 4,9974175 et VO maximum, c'est quand la résistance du haut est minimale et résistance du bas et résistance R0 sont maximum. Et donc on trouve 5,002585. Donc là encore c'est un petit peu pénible parce qu'il y a pas mal de chiffres après la virgule. Mais donc une fois qu'on a fait ce calcul là, le delta qui existe entre ces deux tensions, bien, il vaut 5,1649 millivolts. Et cet encadrement, on va le couper en tranches, en 1024 tranches, en 1023 tranches en fait pour être précis. Et donc ça sera ça notre quantum de la résolution de réglage. Donc d'ailleurs, si on divise par un peu plus que 1000, on trouvera l'ordre de grandeur 5 microvolts de quantum de réglage. Donc là, ça commence à coller avec la notion de partie par million. On a une résolution de réglage qui va permettre d'atteindre un quantum d'à peu près 5 microvolts au niveau du pont diviseur de tension, donc en sortie du pont du diviseur de tension. Donc si on inverse les choses, il faudra multiplier par à peu près 2 pour avoir la résolution en sortie du montage, donc un peu plus que 10 microvolts. Donc là on pourrait se dire plus que 10 microvolts alors qu'on veut une précision à 10 microvolts de notre référence de tension. On pourrait dire que c'est déjà perdu. Mais il ne faut pas oublier que ça c'est la marge d'escalier entre deux valeurs consécutives. Le saut que l'on va franchir est de un peu plus que 10 microvolts. Mais donc à chaque fois, la tension, l'objectif peut se trouver à n'importe quelle valeur, et pas nécessairement au niveau des marges d'escalier, mais elle est soit, si on a de la chance, pile au niveau d'une marge d'escalier, et le pire cas, c'est d'avoir la tension souhaitée qui est pile au milieu de l'intervalle entre deux marges d'escalier. Donc ça veut dire qu'on sera à pas plus que 5, quelque chose microvolts de l'objectif, ce qui est bien l'objectif souhaité. 5 microvolts de l'objectif, on est bien en dessous des 10 microvolts d'incertitude par rapport à l'objectif. Voilà, c'était la petite parenthèse pour justifier qu'on n'a pas à s'arrêter là. A priori, ça marche. Donc bilan, delta V vaut 5,1649 millivolts bord à bord pour une tension nominale de 5 volts. Cela correspond donc à un budget de correction global de plus ou moins 500 à peu près, 500 ppm. Donc en fait on va pouvoir corriger des incertitudes de plus ou moins 500 ppm. Ça dépasse largement les incertitudes de la référence de tension seule, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres incertitudes qui vont venir se greffer là-dessus. Et donc il va falloir compenser non seulement les défauts de la référence de tension, mais aussi les défauts induits par le montage amplificateur non inverseur, les incertitudes sur les résistances du pont et les éventuels défauts de l'ampli-op. Alors, question suivante. Pour P, on fait le choix d'un potentiomètre numérique d'une valeur de 10 kΩ.
Donc je vous ai dit en fait donc très grand devant R0, donc il y avait une faute d'orthographe dans l'énoncé, donc 10 kΩ qui est très grand devant R0, et donc si on a fait le choix de mettre une résistance R0 en parallèle, c'est précisément parce que le potentiomètre numérique qui nous semblait intéressant à 1024 positions, donc avec une résolution suffisamment importante, bah, il n'existait pas à des valeurs très très faibles. Donc 10 kΩ. Donc ça posait des problèmes, donc l'astuce a consisté à mettre la résistance R0 en parallèle. Alors, 1024 positions distinctes, codage sur 10 bits, évaluer l'impact de sa résolution sur le réglage de la tension de sortie en considérant le pire cas établi à l'équation précédente. Cette résolution est-elle compatible avec la précision de plus ou moins une ppm, une partie par million exigée dans notre cahier des charges. C'est exactement ce que je viens de dire en fait, qui est explicité dans ce slide. Donc on considère que le potentiomètre dispose de 1024 positions, extrémités comprises. Ça veut donc dire qu'il y a 1023 sauts entre ces 1024 positions. C'est exactement le problème du nombre de piquets et du nombre d'intervalles entre piquets. Il y a 1024 piquets et donc il y a 1023 intervalles entre ces piquets. Et donc si on divise le delta V critique, le pire cas, par 1023, on trouve 4,0488 microvolts. Nous sommes donc sûrs de pouvoir obtenir un réglage à moins de la moitié de ce quantum, soit 2,5244 microvolts au niveau de la tension d'entrée, moins de l'amplificateur opérationnel. Mais comme on doit raisonner au niveau de la sortie, qui est à une très bonne approximation près 2 fois plus grande, bah, il faut multiplier par 2, donc c'est 2,5244 microvolts, et donc ça donne 5,0488 microvolts, qui est nettement inférieur à 10 microvolts, donc une partie par million pour 10 volts. Alors pourquoi on s'autorise une approximation comme ça, alors que tous les calculs que l'on fait ici sont très très précis? Là il faut bien voir que le gain il est de 2 à plus ou moins moins d'1%. Donc en fait le quantum que l'on évalue là, on n'a pas besoin de le ou là 5,0488, on n'a pas besoin de connaître cette valeur là à ne serait-ce qu'1%, c'est déjà largement suffisant. Donc on voit très clairement qu'on est inférieur à 10 microvolts, qui est bien une partie par million pour 10 volts. Mais par contre, c'est notre budget d'erreur globale que l'on a là. On a 1023 sauts réglables, enfin donc 1023 sauts possibles, donc à peu près 500 vers le haut et 500 vers le bas, et pas plus. Si on somme toutes les erreurs à compenser et que l'on trouve plus que 500, on risque d'avoir un problème. Pas toujours, parce que les erreurs ne sont pas cumulatives tout le temps, il ne faut vraiment pas avoir de chance, mais il y a potentiellement un risque. Par contre, si on a, même en accumulant toutes les erreurs, toutes dans le même sens, on voit qu'on ne consomme pas la totalité du budget d'erreur disponible, là on peut avoir un très gros niveau de confiance dans le fait que tous les circuits qui seront produits, le montage complet, référence de tension associée à l'ampli-up, associée aux résistances et au potentiomètre, quasiment, sauf défaut de fabrication manifeste, c'est pas la conception qui risque de conduire à avoir des produits hors spécification. Alors, maintenant, on a vu, on a calculé très très rapidement l'impact des tolérances sur les résistances, sur le gain. On a vu la compensation de l'erreur sur la tension délivrée par la référence de tension. Là, on va inclure des défauts de l'amplificateur opérationnel.
Donc première question de cette partie-là, établir dans le cas idéal résistance et référence de tension idéale. Donc on considère qu'on a exactement 5 volts. Là, il est toujours marqué 5 volts plus ou moins 0,025%. Mais en fait non. Pour ce calcul-là, on prendra exactement 5 volts. Donc on vous demande d'établir le modèle de Thévenin du circuit de rétroaction de la figure 1. Donc en fait, la sortie de l'ampli up nous donne 10 volts et on alimente un pont diviseur. Et donc la sortie de notre modèle de Thévenin, c'est entre le curseur et la masse. Et donc on veut modéliser ça sous la forme d'une source de tension en série avec une résistance RTH. Donc pas besoin de se lancer dans des grands calculs pour calculer ETH. Si tout est idéal, donc si on a 5 volts en entrée de l'ampli up sur la borne plus, on doit avoir 5 volts sur l'entrée moins, donc la tension délivrée doit être de 5 volts, et comme il n'y a aucun courant, si tout est idéal pour le moment, il n'y a aucun courant absorbé par l'entrée de l'ampli up, on a 5 volts. Donc une résistance RTH qu'il va falloir calculer. Donc RTH, je vous rappelle que on évalue la résistance entre les deux bornes de notre dipôle lorsque toutes les sources internes sont éteintes. Donc la seule source interne, c'est la tension d'alimentation du pont qui vaut 10 volts. Donc on remplace ça par un fil. Et donc la résistance R1 de la partie rétroaction, elle est reliée à la masse. Et donc on a une configuration avec R1 en parallèle avec une branche constituée d'une résistance en série et ensuite une résistance R0 en parallèle avec deux résistances qui valent P sur 2. Alors le petit point délicat, c'est que la sortie vers l'ampli up, elle n'est pas en haut de notre association, elle est entre les résistances P sur 2. Et donc ça montre qu'on a une configuration en triangle ou en delta, qui fait que c'est ni une association série ni une association parallèle. Donc là, il va falloir utiliser un théorème qu'on ne voit pas en EN21 et qu'on ne voit pas en EN14 et qu'on voit très rapidement pour ceux qui ont fait le tronc commun en EPS 94. C'est ce qu'on appelle le théorème de Kennelly, qui permet de transformer un montage de ce type-là en triangle en un montage en étoile. Donc le théorème de Kennelly, nommé en hommage à Arthur Kennelly, c'est une photo et des éléments qui viennent de Wikipédia. Donc c'est un théorème qui nous permet de passer d'une structure en triangle. Donc là c'est le schéma de droite. Alors avec un peu d'imagination, vous voyez bien qu'entre les bornes, les points A, B et C, vous avez à chaque fois une impédance et une seule. Donc en fait on peut les former en triangle. En électronique on appelle ça plutôt un montage en pi et pas tellement en delta ou en triangle. Le terme triangle, c'est plutôt en électrotechnique qu'on l'emploie. Eh bien, il y a des relations de passage qui permettent de transformer ce montage en un montage équivalent qui a la forme d'un T ou d'une étoile. En électrotechnique, on appelle ça une étoile. Et donc, alors il y a une double flèche parce qu'en fait, il y a des relations pour passer de la configuration étoile à la configuration triangle et des relations pour passer en sens inverse. Donc là ce qui nous intéresse c'est plutôt de transformer notre triangle en une étoile équivalente. Et donc les formules vous sont rappelées dans le tableau. Transformation triangle vers étoile avec les impédances ou avec les admittances. Ici on a plutôt des impédances qui sont de pure résistance. Les résistances sont indiquées, R0 vaut 50 sur 3 ohms, R1 vaut 20 kΩ et P vaut 10 kΩ. Et donc P sur 2 vaut 5 kΩ. Et donc si on applique au seul triangle constitué de deux résistances P sur 2 et d'une résistance R0 dont les valeurs sont indiquées, si on applique les formules, on trouve
une résistance de 2495,4 ohms en série avec deux branches qui partent en parallèle avec deux résistances identiques, 8,31947 ohms sur les deux branches. Et donc tout ça, tout ce qui est marqué en rouge, c'est ce qui est devenu le triangle après transformation en étoile. Et donc une fois qu'on a transformé en étoile, le calcul devient nettement plus simple. En fait, on a deux branches en parallèle constituées des résistances de 8,31947 ohms en série avec une résistance R1. En plus, c'est deux fois la même branche. Donc avec R1 égale 20 kΩ. Et donc ces deux branches sont en parallèle, donc on peut calculer la résistance équivalente, et ensuite on doit ajouter à ce résultat 2495,84 ohms. Et on tombe sur une valeur nettement plus sympathique à écrire, qui est de 12,5 kΩ. Donc qui est la résistance équivalente de Thevenin de notre montage. Mais attention quand même, c'est uniquement dans le cas où le potentiomètre est avec son curseur pile au milieu. C'est un peu plus compliqué si on considère d'autres positions du curseur. Donc là, c'est en considérant que tout est parfait et que le montage est équilibré. En déduire la résistance requise sur la borne plus pour compenser les effets des courants de polarisation. Remarque, cela ne résoudra pas totalement le problème de l'effet des courants d'entrée de l'amplificateur opérationnel, car il y a aussi un courant d'offset, donc de déséquilibre entre les deux entrées, qui conservera un effet sur le fonctionnement du circuit. Alors, l'idée elle est toute bête, hein, c'est que l'ampli-op, on dit souvent que les courants d'entrée sont nuls, sauf qu'ils ne sont pas totalement nuls. Donc la plupart du temps, quand on ne fait pas des circuits de précision, on se moque complètement de ces effets-là parce qu'ils ont un impact négligeable, mais quand on doit faire des circuits de précision, il ne faut rien négliger. En tout cas, il vaut mieux évaluer l'impact que peut avoir un défaut pour après coup s'apercevoir que c'est négligeable que de considérer que c'est négligeable a priori et de s'apercevoir que ça ne l'est pas à la fin. Donc autant traiter autant de défauts possibles. Et donc les courants d'entrée d'un ampli-op, généralement on considère deux types de courants, les courants de polarisation qui sont en fait des courants qu'on pourrait qualifier de mode commun. On considère que les deux entrées de l'ampli-op absorbent un même courant qui est un courant de polarisation qui est très faible hein, mais qui est bien présent. Et en plus de ce courant là, on a un courant d'offset qui fait que les deux entrées n'absorbent pas le même courant. Donc c'est un courant de mode différentiel. Et donc celui-là on le néglige dans ce calcul-là. On ne considère que le courant de mode commun. Qu'est-ce qui se passe sur notre montage? Si on a une référence de tension qui est branchée directement sur la borne plus, alors que sur la borne moins on a un circuit de rétroaction avec des résistances, et bien le fait qu'un courant sera absorbé sur l'entrée plus n'aura aucune incidence particulière parce qu'il y a une impédance nulle de la maille en question. Et donc qu'il y ait un courant ou qu'il n'y en ait pas, la tension sera toujours la même. Par contre, sur la borne moins, du fait de la présence de la résistance RTH, à vide ou en charge, il va y avoir une légère chute de tension qui sera RTH fois le courant de polarisation. Et donc, pour compenser l'effet des courants de polarisation, il est recommandé d'avoir la même résistance branchée sur l'entrée plus et sur l'entrée moins. Donc si on a une résistance RTH de 12,5 kΩ, il va falloir mettre une résistance entre la référence de tension et la borne plus de l'ampli-op qui est de 12,5 kΩ également. Alors ça c'est dans le cas où tout est équilibré, et si on veut vraiment être prudent, il faudrait en fait mettre exactement le même montage que dans le circuit de rétroaction. Donc les résistances R1, les résistances R0 et le potentiomètre. Et répliquer la commande du potentiomètre sur ce circuit-là
pour avoir la même valeur que celle du potentiomètre du circuit de rétroaction. Ce qui permettrait de garantir que la résistance présente sur les deux bornes est la même à chaque fois et que les courants d'offset, les courants de polarisation sont pour le coup tout le temps compensés. Alors ça coûte un peu cher quand même, parce qu'il faut bien voir que les résistances R0 et R1, ça a beau être des résistances fixes, elles sont pas données parce que le niveau de précision de ces résistances fait que c'est des résistances coûteuses. Et puis le potentiomètre numérique, ça n'est pas un composant donné non plus, donc on peut vite avoir un montage à amplificateur opérationnel qui va coûter plusieurs dizaines, voire dépasser la centaine d'euros pour avoir une référence de tension de précision. Donc un montage tout bête peut coûter très cher très rapidement à cause de ces composants coûteux. Donc après, c'est là tout l'intérêt de voir l'impact de ces défauts et de voir si il est utile ou non de rajouter ce genre d'éléments variables alors qu'une résistance fixe peut compenser l'essentiel et que après le circuit de rétroaction réglable peut rattraper les défauts résiduels si nécessaire à coût nul. Alors, donc la remarque c'était précisément ça, cette solution s'avère coûteuse et comme indiqué dans la question, ne résout pas complètement le problème des courants d'offset, parce que donc ça c'est souvent quelque chose qu'on peut constater dans les datasheets des ampli-up. On vous donne les deux valeurs des courants en typique et en max, et ces courants de polarisation et d'offset peuvent être du même ordre de grandeur, hein, donc on n'a pas du tout la garantie que les deux courants d'entrée seront les mêmes, loin de là. Alors, maintenant on va s'intéresser à l'amplificateur opérationnel lui-même. Donc l'amplificateur opérationnel donc justement avec ses défauts, c'est un OPA 734, donc le fabricant c'est Texas Instruments. Donc il y a un extrait de la datasheet qui est donné dans l'énoncé, et là dans la correction je ne viens piocher que les informations utiles qui sont la tension d'offset qui s'appelle VOS, et O c'est pour offset, hein, ça n'est absolument pas output, hein, et le courant d'offset. Oui, là il y a une donc c'est le courant d'offset proprement dit, ça n'est pas le courant de polarisation qu'on considère comme compensé à la question précédente. Donc la tension d'offset qui est de 1 à 5 microvolts est amplifiée par le gain du montage. Donc en fait, quand on étudie le montage en considérant la tension d'offset, bah en fait il suffit d'annuler la tension que délivre la référence de tension. On fait un calcul de superposition, on a parfaitement le droit de le faire. Donc on calcule la contribution de ce que fournit la référence de tension, c'est le cas idéal, et maintenant on annule cette tension là et on active la tension d'offset qui est à peu près placée au même endroit que la tension de référence initiale. Et donc elle vaut 1 à 5 microvolts, et donc si on l'amplifie par un gain de 2 approximativement, mais donc là encore un gain de 2 à moins d'1% près, on aura une idée à moins d'1% près de l'impact de la tension d'offset sur la sortie, donc qui sera de l'ordre de 2 à 10 microvolts. Donc 10 microvolts, il faut bien voir que ce n'est pas une incertitude non compensable, hein. Elle est parfaitement mesurable, calibrable, donc en fait ça correspond à 1 ppm de dérive de la tension de sortie, et qui sera parfaitement compensable, c'est grosso modo un cran ou deux de réglage du potentiomètre numérique. Et en ce qui concerne le courant d'offset, 200 à 300 picoampères
bah là en fait il faut évaluer ce que va générer comme tension un courant de cette nature là. Donc si les deux branches ont une résistance d'à peu près 12,5 kΩ, bah, le courant d'offset il va avoir tendance à déséquilibrer la tension de l'ordre de 12,5 kΩ fois 300 picoampères, et on va encore une fois amplifier d'un gain de 2 cette tension résiduelle qui est côté entrée de toute façon du montage. Et donc on a en entrée, donc si on multiplie 12,5 kΩ par 300 picoampères, bah de 2,5 à 3,8 microvolts d'offset induit. Donc là c'est en fait les deux calculs si on prend 200 ou 300 picots. Et si on multiplie par 2, bah on va avoir entre 5 et 7,5 microvolts de biais au niveau de la sortie. Donc l'effet de ce défaut sera plus faible que celui de la tension d'offset. Pas complètement négligeable, mais plus faible. Et là encore, c'est de l'ordre de 1 ou 2 crans de réglage du potentiomètre. Donc la conclusion, c'est que ces erreurs induites sont faibles et sont parfaitement gérables avec la marge de réglage du potentiomètre, qui est plus grande que nécessaire pour compenser les erreurs du LTC 6655. Je le rappelle, on a vu que la marge de réglage dépassait assez nettement la marge de réglage nécessaire pour compenser les incertitudes d'un LTC 6655 à un autre. Donc on est largement dans notre budget de compensation. Dérive en température maintenant. Donc la dérive en température consiste à évaluer la dérive occasionnée sur la sortie du circuit par la référence de tension pour une variation de 10 degrés autour de la température nominale. Donc grosso modo, notre référence, on va pouvoir la faire fonctionner entre 15 et 35 degrés Celsius, ce qui est déjà énorme comme variation pour un équipement métrologique. Quand on est à la partie par million, on peut clairement parler d'instruments de mesure, et donc des instruments de mesure, il est rare de les faire fonctionner dans des environnements à température très très variable. C'est moins que la plupart des plages de température garanties pour les composants électroniques, mais normalement pour garantir des spécifications d'instruments de mesure de précision, il vaut mieux être à une température de 20 degrés, aux alentours de 20-25 degrés, dans une salle climatisée pour avoir les meilleurs résultats métrologiques possibles. Alors, le LTC 6655, sa dérive en température, elle est indiquée de 2 parties par million par degré Celsius, soit 20 parties par million pour une variation de 10 degrés. Les autres composants étant supposés idéaux, cette dérive est amplifiée, mais la valeur nominale également. On a donc une variation de 20 ppm de la tension de sortie. Donc, l'idée, c'est vous avez 20 ppm d'incertitude sur les 5 volts, et donc vous faites passer votre référence de tension précise à 20 ppm près dans un gain de 2, forcément la tension de sortie sera de 10 volts avec une incertitude de 40 ppm, mais donc le ratio ça sera toujours 20 ppm sur 10 volts. On avait 20 ppm sur 5 volts, on a 20 ppm sur 10 volts. Et donc là encore, il va falloir pouvoir corriger ces 20 ppm avec le circuit de rétroaction d'une manière ou d'une autre.
Alors, même question pour l'étude de l'impact de la tension d'offset dans l'amplificateur opérationnel. Le fait est que la tension d'offset de l'ampli-up, on vous indique qu'elle varie de 0,05 microvolts par degré Celsius. Donc soit 0,5 microvolts pour une variation de 10 degrés Celsius. Les autres composants étant supposés idéaux, le gain de l'amplificateur étant égal à 2, on a 1 microvolt d'offset ajouté par la dérive en température. Donc ça correspond à 0,1 ppm, c'est négligeable. Donc très clairement, ça c'est un effet qu'on peut totalement ne pas prendre en compte. Mais donc il n'y a même pas de question à se poser sur le réglage qu'il va y avoir à faire au niveau de la sortie. Alors, les résistances utilisées dans le circuit, qui sont de type Low Tempo Resistor, donc résistance à faible coefficient de température, donc elles ont une dérive en température de l'ordre de plus ou moins 5 ppm par degré Celsius. Évaluez également leur impact. Donc pour expliquer clairement comment fonctionnent ces résistances, en fait, comment fonctionnent ces résistances, l'élément résistif, c'est généralement un dépôt métallique en couche fine sur un substrat réfractaire, donc ça peut être de l'alumine. Et donc le principe c'est que il y a un faible coefficient de température qui va faire que le composant peut se dilater, et donc en utilisant des matériaux adaptés, des métaux adaptés, on compte sur le fait que la géométrie va peu être modifiée et la résistivité du matériau sera peu modifiée également. Mais il y a quand même des variations résiduelles qui sont inévitables, et donc 5 parties par million par degré Celsius, c'est à prendre en compte. Donc pour simplifier cette étude, il convient de noter que le potentiomètre P n'a que peu d'impact sur le circuit de rétroaction, car P est très grand devant R0. Il suffit donc de calculer les dérives des potentiels VO et VBA par rapport aux valeurs nominales obtenues pour les résistances R0 et R1 nominales. Donc là, on refait des calculs avec des R1 min et des R1 max, mais par rapport aux R0 et R1 nominaux. On ne va pas considérer en plus les tolérances sur les valeurs des résistances. Et donc là, on s'aperçoit quand même que l'impact pour 10 degrés de variation de température, il n'est pas négligeable. On a des dérives. Attendez. Les résistances R1 min, R1 max, R0 min, R0 max ne sont pas les valeurs précédentes. Elles sont calculées ici spécifiquement à partir de la dérive de 50 ppm due à la température. Donc en fait c'est comme si on avait une tolérance, mais la tolérance elle est de 5-10-5 et pas de 0,025%. Et donc on voit des légères variations légères variations mais quand même notables des V bas et V haut du fait de la température. Alors on rappelle V bas min et V bas max, VO min et VO max. Donc pour rappel, là sur la plage de la tension requise pour compenser l'incertitude du LTC 6655, on a V bas qui doit être de 4,99875 et VO de 5,00125. À aucun moment le VO ne passe en dessous du VO requis. Et le V bas ne passe pas au-dessus du V bas requis. Donc le delta V théorique est de 2,5 mV maximum, mais par le seul effet thermique il est pour le seul effet thermique augmenté dans le pire cas à 4,665, donc quasiment doublé. Donc il faut voir que c'est assez notable.
Donc la résolution est donc potentiellement dégradée dans les mêmes proportions, quantum pratiquement doublé, soit 10 microvolts. Or le réglage sera toujours fait à au maximum un demi-quantum de l'objectif, donc il reste donc en dessous des 10 microvolts d'erreur résiduelle. Donc là on voit qu'on s'approche vraiment des limites. On va avoir une précision qui obtenue qui sera de l'ordre de la partie par million, mais on ne pourra pas garantir quelque chose de nettement plus faible. C'est vraiment une limite physique assez claire qui, pour s'en affranchir, nécessiterait des très très fortes précautions au niveau de la température. Donc très clairement, empêcher la température de varier de manière aussi significative. Donc conclure sur l'élément le plus pénalisant et sur la capacité du circuit de calibration à contrer ces effets de dérive en température, les éléments qui semblent avoir le plus d'impact sur la dérive en température du montage global semblent être les résistances. Et pas semblent être, c'est clairement les résistances. Même s'il s'agit de modèles à faible coefficient de température. Bon, encore heureux qu'on a pris des composants qui sont clairement faits pour ça. Donc, par contre, la plage de réglage disponible avec le circuit à potentiomètre semble suffisamment large pour compenser toutes les erreurs, même si elles s'additionnaient toutes. Et en même temps, la résolution semble garantir dans tous les cas que l'on pourra atteindre 10 volts en sortie du montage à moins de 1 microvolt près, à moins de 10 microvolts près, soit une partie par million comme annoncé. Donc, a priori, on vérifie les spécifications. Donc là maintenant on en arrive à quelle est la résolution en température du capteur que l'on pourrait utiliser pour mettre en œuvre un dispositif de compensation automatique tel que celui imaginé à la figure 2. Alors on va donner des petites explications sur ce synoptique. Donc pour info, ce synoptique il est issu d'une vidéo sur la chaîne YouTube où se trouvent les cours et le présent TD d'ailleurs, donc qui explique le fonctionnement de notre montage, mais en allant plus dans les détails et en faisant une analyse exhaustive des défauts et en cumulant tous les défauts, parce que donc là tout ce qu'on a fait c'est quand même une idéalisation en traitant indépendamment les défauts les uns par rapport aux autres. Or, on a des effets en température, par exemple, qui sont conjoints, et du fait de variations en température, par exemple de la référence de tension, qui passe au travers d'un gain défini par des résistances qui dépendent de la température, on va avoir des effets non linéaires des produits, pour être simple. Et donc là, très clairement, le théorème de superposition ne s'applique absolument pas. Dès que vous avez des effets non linéaires qui apparaissent, la superposition ne marche plus. Donc tous les calculs que l'on fait là, c'est une approximation au premier ordre, mais il faut creuser un petit peu pour s'assurer que ça marche quand même en traitant tous les défauts conjointement. Alors, le synoptique de cette structure, il est assez simple. Vous avez une référence de tension qui fournit sa tension à un amplificateur d'un gain réglable aux alentours de 2, et en sortie de l'amplificateur on a un filtre de sortie. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des effets que l'on ne traite pas dans le cadre du TD qui sont des effets du bruit, et il n'y a pas de secret, on veut sortir une tension continue qui en pratique ne sera pas totalement continue, il y aura des fluctuations du fait du bruit, et le bruit dans un montage à ampli-up, il y a le bruit intrinsèque de l'ampli-up, mais il y a aussi des bruits engendrés par effet thermique par les résistances, le bruit qu'on appelle bruit Johnson, qui est un bruit blanc qui s'étale sur toutes les fréquences. Et donc il n'y a pas de secret, pour réduire le bruit dans un montage comme ça, impacté par du bruit blanc, il faut réduire au maximum la bande passante, et comme on a juste besoin de la composante continue, il faut couper le plus bas possible en mettant en œuvre un filtre passe bas en sortie.
Donc bien évidemment, tous ces montages, il y a des composants actifs, il faut les alimenter, et en plus l'alimentation elle n'est pas triviale parce qu'il y a certains composants qui doivent être mis sous tension avant d'autres, donc il y a un séquencement des alimentations. Là c'est hors cadre de ce TD. Parmi les éléments présents dans le montage amplificateur, vous avez un potentiomètre, et donc le potentiomètre donc il vient se greffer à l'amplificateur, mais il est programmable avec une interface numérique qui est une liaison SPI, une liaison série synchrone. Et donc pour faire simple au niveau de la partie numérique de notre dispositif, l'idée qui était proposée dans cette étude, c'est d'utiliser cette liaison SPI non seulement pour piloter le potentiomètre, mais aussi pour rapatrier des informations que sont la température, parce qu'il existe des capteurs de température assortis numériques sur bus SPI, et stocker des informations dans une mémoire de type de EEPROM, donc une mémoire effaçable et programmable électriquement. Donc c'est une mémoire non volatile, similaire à ce que vous avez dans vos disques durs SSD ou dans vos clés USB, donc c'est de la mémoire flash. Donc là ici c'est une petite mémoire qui va typiquement servir à régler la calibration de notre potentiomètre. Donc on peut imaginer que le potentiomètre, on vient le programmer à partir d'informations stockées dans la 2EPROM et qui ont été enregistrées au moment de du test de notre dispositif. On a comparé la tension de sortie de 10 volts à une tension de référence dans un laboratoire de calibration, et donc le réglage nécessaire pour le potentiomètre pour avoir exactement 10 volts, on le stocke dans une 2EPROM. Et une 2EPROM, il n'y a pas forcément une seule case mémoire, il y en a généralement un peu plus. On pourrait se dire que cette tension, plutôt que d'en avoir un réglage pour avoir 10 volts, on peut mesurer la température et régler le potentiomètre pour avoir 10 volts, et ensuite changer la température du dispositif, remesurer la température et régler le potentiomètre pour avoir 10 volts, et à chaque fois qu'on fait cette calibration pour différentes températures, stocker dans une 2EPROM à la fois la température et le réglage du potentiomètre, de manière à pouvoir disposer d'une référence qui sera utilisable sur le terrain à des températures très variables, parce que dès que la température variera trop, on sera capable, en allant chercher les informations contenues dans la 2EPROM, de recalibrer en temps réel le potentiomètre et le circuit général pour maintenir 10 volts sur une large plage de température. Donc voilà, c'était la petite parenthèse technologique et la philosophie de la structure générale du système. L'important, par contre, pour pouvoir faire ça, c'est d'avoir une résolution en température suffisamment grande pour que, lorsque le comportement dérive trop de ce montage à amplificateur à cause de la variation de température, que le capteur le détecte et puisse permettre de renseigner l'utilisateur sur comment régler le potentiomètre dans un pareil cas. Donc le résultat proposé ici n'est que qualitatif, mais il se base sur une somme de contributions alors que les couplages non linéaires existent. Car il se base sur ça n'est pas la réalité parce qu'il y a des effets non linéaires, mais en première approximation, la sensibilité la plus forte c'est celle des résistances, et leur variabilité elle est de 5 parties par million par degré Celsius. Donc il faudrait rester en dessous du partie par million d'erreur malgré une dérive en température, quelle que soit la température mesurée. Et pour bien faire, pour détecter une variation de température qui impacterait d'une partie par million, et ça devrait correspondre à 1/5 de degré. Donc très grossièrement,
la dérive de 1 partie par million, on va l'obtenir pour 1/5 de degré. Donc en fait, il faut avoir un capteur de température dont la résolution est de l'ordre de 0,2 degrés, voire moins.